Nous allons donc clôturer cette table ronde sur la méthode de précision et les outils de la décision en vous présentant l'avancée des travaux menés sur la prévision des potentialités œnologiques de la récolte. Donc c'est une approche qui arrive en complément de ce qu'a pu vous présenter Sylvain à la fin de sa présentation. Sur l'aspect spatialisation de la maturité, nous on est en complément sur une approche plus de prévision. Un petit point pour commencer. Quand on parle de potentialité œnologique de la récolte, on fait référence un petit peu aux différents paramètres qui permettent de caractériser la récolte, à savoir le rendement, le potentiel technologique, c'est-à-dire la teneur en sucre, l'acidité, le potentiel phénologique pour les raisins rouges liés à la présence d'anthocyanes et de tanins, mais également le potentiel aromatique. Finalement, ces potentialités œnologiques de la récolte vont permettre de déterminer le type de vin qu'il va être possible de produire en mettant en œuvre un itinéraire de production, un itinéraire de vinification approprié. On comprend bien alors l'intérêt d'arriver à prévoir ce potentiel œnologique de la récolte. Tout d'abord pour adapter l'objectif produit, le vin qui va pouvoir être produit, donc ça fait partie des objectifs prioritaires du plan Bordeaux demain du CIVB, et dans un second temps d'optimiser les itinéraires de vinification qui vont être mis en œuvre. Donc ça, c'est une thématique sur laquelle le Vinopôle travaille déjà depuis quelques années en complément de cette approche. La difficulté pour prévoir les potentiels pour prévoir le potentiel œnologique de la récolte, elle est liée à la très forte variabilité des terroirs viticoles. En effet, ces potentialités de la récolte, elles découlent de l'interaction entre plusieurs composantes du terroir viticole qui présentent chacune une variabilité propre. Si on les détaille, on a tout d'abord le climat. Donc c'est un peu le cœur du projet. Marc a pu vous le présenter. Le climat qui présente une très forte variabilité, à la fois intra-annuelle, c'est la différence entre les saisons, mais également inter-annuelle, c'est ce qu'on appelle l'effet millésime. Deuxième composante liée au milieu naturel, le sol, qui lui, s'il ne présente pas d'évolution à l'échelle humaine, d'un point de vue temporel, se caractérise par une très forte variabilité spatiale qui se traduit par une grande variabilité de sol et de comportements différents, que ce soit à l'échelle du département, de l'AOC, mais également de l'exploitation. Viennent ensuite les composantes liées finalement à la plantation de la parcelle, le matériel végétal et le mode de conduite, qui sont eux régis finalement par le cahier des charges, qui vont définir les cépages autorisés, les densités de plantation, les modes de taille. Donc une variabilité qui est là finalement assez faible, puisqu'elle est reliée à l'âge de la parcelle, c'est-à-dire 30 à 40 ans. Enfin, dernière composante, celle des pratiques viticoles, qui sont liées à la gestion annuelle du vignoble, et où on va avoir par exemple l'entretien des sols et la fertilisation pour la gestion de la concurrence hydrique et minérale, les opérations en verre pour la gestion du feuillage et du rendement, et la protection phytosanitaire pour gérer la pression parasitaire. Finalement, là encore, la variabilité de ces pratiques reste somme toute assez limitée et souvent elle réside essentiellement à ajuster les pratiques en fonction du millésime. Ce qu'on peut considérer, c'est que chaque année, les conditions climatiques du millésime vont finalement passer à travers un filtre constitué du sol, d'un cépage, d'un mode de conduite et des pratiques pour aboutir à l'élaboration d'une récolte avec ses potentialités œnologiques propres. La première étape des travaux qu'on a menés a donc consisté à essayer d'évaluer pour un cépage donné l'influence de chacune des principales composantes, climat, sol, conduite et pratique, sur les potentialités œnologiques de la récolte. Ce sont donc ces premiers résultats que ma collègue Maud Isabeau-Furet va maintenant vous présenter. Donc, comme vous le disait mon collègue, moi je vais vous présenter le projet qui a été initié donc, au sein de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Donc, je vais vous présenter ce réseau qui a été basé, le projet qui a été basé sur l'étude d'un réseau de 13 parcelles de merlot en Gironde. Nous avons réussi à cumuler 7 années de suivi depuis 2005 jusqu'à 2011. Donc, l'un des intérêts de ce réseau, c'est qu'il présente une certaine variabilité, d'une part en termes d'AOC, de type de sol, mais aussi en termes de mode de conduite et de pratiques viticoles. Pour améliorer la lecture des résultats, nous avons regroupé ces 13 parcelles en 3 groupes typologiques. Cette typologie, elle a été basée sur le contexte de production, c'est-à-dire d'une part l'AOC, mais aussi le couple mode de conduite et pratique viticole. Et tout cela, au final, détermine un objectif de production et un potentiel de valorisation économique. Donc ces 3 groupes typologiques sont tout d'abord les parcelles en AOC à faible valeur ajoutée,
type Bordeaux générique. Ensuite, les parcelles en AOC à valeur ajoutée moyenne, type Côte de Bordeaux. Et pour finir, les parcelles en AOC à forte valeur ajoutée, type Graves Saint-Émilion ou encore Médoc. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec la présentation des résultats. Donc dans un premier temps, nous avons voulu évaluer cet effet millésime. Donc pour illustrer cela, je vais vous présenter ce graphique qui est issu d'une analyse statistique multicritère que nous avons appliquée aux données d'analyse à la récolte. Donc les scientifiques appelleront cette méthode analyse en composante principale ou ACP. Pour lire ce graphique, il suffit de bien écouter ce que je vais vous dire maintenant, à savoir qu'un point représente un couple parcelle-millésime, donc soit 7 points pour une même parcelle, étant donné que nous avons suivi chaque parcelle pendant 7 ans. Et ensuite, il faut situer chaque point par rapport aux axes horizontaux et verticaux. Donc ainsi, plus un point sera situé vers la droite, plus ce couple parcelle-millésime possède des valeurs fortes en anthocyane totale et extractible, ainsi qu'un indice des polyphénols totaux ou IPT à pH 3,2 fort, et inversement pour un point qui sera situé vers la gauche. Et plus un point sera situé vers le haut du graphique, plus ce couple parcelle-millésime possédera un potentiel en anthocyane extractible ou PEA fort, et inversement pour un point situé vers le bas. Donc finalement, dans le but d'étudier, comme je vous le disais, l'influence du millésime, nous avons attribué une couleur à chaque millésime en regroupant les millésimes dont les tendances sont similaires. Ainsi, nous pouvons observer que pour les millésimes 2005 et 2010, ceux-ci présentaient des valeurs en anthocyane totale et extractible ainsi qu'un IPT à pH 3,2 plutôt fort et un potentiel en anthocyane extractible plutôt moyen. Le millésime 2006, lui, a eu la particularité d'avoir un potentiel en anthocyane extractible fort, mais des valeurs faibles à moyenne pour les anthocyanes totales et extractibles ainsi que pour l'IPT à pH 3,2. Ensuite, nous avons groupé les millésimes 2007 et 2008 qui ont été relativement similaires puisqu'ils présentaient des valeurs faibles en anthocyane totale et extractible, ainsi que pour l'IPT à pH 3,2 et finalement, ils présentaient également un faible potentiel en anthocyane extractible. Quant aux millésimes 2009 et 2011, ils possédaient des valeurs moyennes en anthocyane totale et extractible ainsi que pour l'IPT à pH 3,2 et un potentiel en anthocyane extractible plutôt moyen lui aussi. Donc l'ACP que je viens de vous présenter nous a permis d'estimer visuellement cet effet millésime et par la suite il nous a semblé important de confirmer ce constat par une méthode statistique, elle, monocritère, que les scientifiques appelleront analyse de variance ou ANOVA. Donc nous avons eu alors confirmation par cette ANOVA de la prépondérance de l'effet millésime sur la variabilité des critères analytiques suivants, à savoir les anthocyanes totales extractibles, l'acidité totale, l'acide malique, l'IPT à pH 3,2, la maturité phénolique des pépins, le poids des sambés et enfin la concentration en sucre. Par ailleurs, cette même ANOVA nous a permis de démontrer qu'il existe un autre facteur très important dans la variabilité du potentiel œnologique de la récolte. C'est ce que nous avons appelé l'effet parcelle, et cet effet parcelle a été validé sur les critères analytiques suivants, donc les anthocyanes totales et extractibles, l'acidité totale, l'acide malique, l'IPT à pH 3,2 ainsi que le poids des sambés. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que cet effet parcelle ? Eh bien, c'est la résultante de l'interaction entre 3 facteurs que sont tout d'abord un type de sol, un mode de conduite et des pratiques viticoles. Donc, dans le but d'approfondir cet effet parcelle, nous nous sommes intéressés à chacune de ces parcelles avec leurs caractéristiques propres, donc sol, conduite et pratique, pour voir comment elles réagissent à l'effet millésime. Et la première étape a consisté à définir des groupes de potentiels phénoliques et technologiques à la récolte. Pour cela, nous avons appliqué une méthode statistique que les scientifiques appelleront classification ascendante hiérarchique ou CAH. Et cette CAH nous a permis, sur les individus parcelles millésimes, de former des groupes homogènes, ici au nombre de 4, au regard des analyses à la récolte. Donc le tableau que je vais vous présenter maintenant permet justement de caractériser ces groupes en fonction des analyses que vous voyez inscrites en colonne de gauche. Donc prenons un exemple. Celui des anthocyanes extractibles, on se rend compte que les individus du groupe 1 en contiennent en moyenne 561 mg par litre, alors que ceux du groupe 4 en contiennent en moyenne 1008 mg par litre. Donc pour résumer un petit peu ce tableau, du groupe 1 vers le groupe 4, on a des individus parcelles millésimes qui présentent un potentiel phénolique et technologique faible pour le groupe 1, faible à moyen pour le groupe 2, moyen à fort pour le groupe 3, voire et fort à très fort pour le groupe 4. Donc après avoir caractérisé ces groupes de potentiel œnologique, la deuxième étape a consisté à observer pour chaque parcelle dans quel groupe de potentiel elle se situait en fonction du millésime. Donc c'est ce que nous allons montrer avec le tableau suivant, où nous retrouvons nos 13 parcelles réparties au sein des 3 groupes typologiques dont je vous ai parlé au tout début. Donc prenons l'exemple de la parcelle A,
qui pour les millésimes 2005, 2006, 2007 et 2011 se classe dans le groupe de potentiel 2. Pour les millésimes 2008 et 2009, elle se classe dans le groupe de potentiel 3. Et pour finir, pour le millésime 2010, elle se classe dans le groupe de potentiel 4. Donc à partir de ce tableau de synthèse, nous avons essayé de voir par la suite s'il ressortait un effet conduite pratique. Donc tout d'abord, observons les parcelles en AOC à faible valeur ajoutée. Donc là, on se rend compte que la majorité des parcelles et des millésimes se classent dans les groupes de potentiel 1 et 2. Pour les parcelles en AOC à valeur ajoutée moyenne, la majorité des parcelles et des millésimes se classent dans le groupe de potentiel 2. Et quant aux parcelles en AOC à forte valeur ajoutée, une plus grande proportion des parcelles et des millésimes se classent dans les groupes de potentiel 2 et 3. Donc ces résultats semblent confirmer un effet positif sur le potentiel phénolique et technologique de la récolte, d'une part de densité de plantation plus importante, mais aussi de pratiques type ébourgeonnage, éclaircissage ou encore effeuillage, un mode de conduite et des pratiques qui sont plus souvent mises en œuvre dans des AOC à plus forte valeur ajoutée. Donc, après avoir mis en évidence l'effet millésime, puis, dans un second temps, l'effet du couple conduite-pratique, ce tableau nous permet finalement de mettre en évidence un autre facteur tout aussi important, qui est l'effet sol. Donc, pour cela, je vais passer la parole à mon collègue. Bien, faisons court sur l'effet de sol pour donner la parole. C'est dommage, ce serait dommage, mais je vais essayer d'aller vite. Donc, afin d'évaluer l'influence de la dernière composante, la composante sol, sur les potentialités œnologiques de la récolte, nous avons cherché à savoir si certaines configurations pédologiques pouvaient expliquer la sensibilité plus ou moins marquée d'une parcelle à l'effet millésime. On a ainsi identifié 3 principaux types de comportements. Donc, tout d'abord, des parcelles, donc qu'elles soient dans le groupe des AOC à faible valeur ajoutée ou à forte valeur ajoutée, des parcelles qui, quasi systématiquement, se placent dans le groupe 1 de plus faible potentiel technologique et phénolique. Donc on voit ici la parcelle C et la parcelle K. Si on creuse un petit peu, donc c'est le cas de le dire, on se rend compte que ces 2 parcelles se caractérisent par des sols épais de bas de versant qui se caractérisent par des hydromorphies temporaires assez marquées qui engendrent au final des alimentations hydriques non limitantes. Il semblerait que ce type de configuration pédologique engendre donc des potentiels technologiques et phénoliques limités, et ce, quel que soit le mode de production et le millésime. Deuxième type de comportement identifié, à contrario, des parcelles qui quasi systématiquement se placent dans des groupes de potentiel un peu plus élevés, des parcelles qui correspondent à des sols plutôt peu épais sur des hauts de versant ou de croupe, qui se caractérisent d'une manière générale par un ressuyage rapide et qui induisent une alimentation hydrique fortement limitante. Donc là encore, des configurations pédologiques qui semblent assurer un meilleur potentiel technologique et phénolique. Dernier type de comportement, des parcelles, là encore, quel que soit le mode de production, dont le potentiel semble naviguer un petit peu en fonction du millésime, des parcelles qui apparaissent beaucoup plus sensibles à l'effet millésime. Il s'avère que pour ces 2 parcelles étudiées, il s'agit de sols moyennement épais qui ont la caractéristique d'être tous les 2 très argileux, des sols positionnés en situation de coteau, dont l'alimentation hydrique va être très variable, peu à moyennement limitante, en fonction des conditions climatiques du millésime. Donc on a ici des parcelles dont le potentiel technologique et phénolique va être extrêmement variable en fonction du millésime. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord un effet millésime qui semble orienter très fortement les tendances observées à la récolte en termes de potentialité phénolique et technologique. Un effet conduite pratique qui, par la mise en œuvre d'une densité de plantation plus élevée et de pratiques favorables à la maturité, améliore également le potentiel phénolique et technologique. Et enfin, et surtout, finalement, un effet sol prépondérant sur le potentiel technologique et phénolique de la vendange, avec 3 grands types de comportements, des sols peu sensibles au millésime, mais avec un potentiel limité, des sols peu sensibles au millésime, mais avec un potentiel plutôt élevé, et enfin des sols sensibles au millésime, avec un potentiel technologique et phénolique variable. L'idée, quand on parle de potentiel, ce n'est pas positif ou négatif, mais c'est toujours à mettre en relation avec l'objectif produit, qu'est-ce qu'on veut faire de cette récolte. Donc en termes de perspectives pour les travaux à venir, à partir de l'année 2012, on a principalement 2 objectifs. Tout d'abord, c'est celui d'essayer de modéliser la maturité par cépage en se basant sur un modèle climatique de maturité basé sur le suivi d'indicateurs climatiques simples qui soient assez accessibles pour les viticulteurs, qu'on pourrait ensuite paramétrer
en fonction du type de sol, puis affiner encore le paramétrage avec un mode de conduite et en renseignant le mode de conduite et les pratiques viticoles pour arriver à une prévision du potentiel œnologique de la récolte. Deuxième objectif, à plus long terme, celui d'élaborer des référentiels agropédologiques par AOC où on pourrait arriver à indiquer, pour des systèmes sol-conduite pratiques identifiés, les gammes de potentialités œnologiques vers lesquelles on pourrait tendre en fonction de la variabilité du millésime. Pour arriver à ces objectifs, nous allons essayer de nous appuyer à partir de 2012 sur un grand nombre de réseaux de suivi maturité existants, donc en rapprochant, en étudiant des partenariats avec les AOC, les CAF coopératives, mais également à l'échelle de l'exploitation, ce qui nous permettra ainsi de multiplier le nombre de parcelles suivies, de valoriser des données déjà existantes et d'appliquer cette approche à différents niveaux d'échelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on n'a pas trop débordé. Merci. Je donne la parole à Jean-Pascal Goutouli, ingénieur de recherche à l'INRA, qui précisément, à propos du potentiel œnologique, va peut-être nous parler du rôle du sol aussi, et pas forcément exclusivement, mais en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il allait nous en parler. Oui, enfin, je reprendrai un petit peu l'exposé qui a été fait précédemment, notamment en disant que le potentiel œnologique, c'est le résultat de la trajectoire pédoclimatique de la parcelle, notamment en termes d'offre en eau du sol, de la pluie qui permet de reconstituer cette réserve en eau et qui est nécessaire au déroulement du cycle. Donc c'est toute la trajectoire pédoclimatique qui permet d'expliquer en partie les qualités en bout de ce cycle. Il faut savoir que ce sont des stress hydriques, thermiques, lumineux, azotés, qui conditionnent les activités des voies métaboliques des enzymes qui sont à l'origine des composés qualitatifs du raisin, et que les facteurs du milieu comme le climat, donc température, pluviométrie, luminosité, lumière, jouent sur ces activités métaboliques. En termes de stress, on parle de stress hydrique, notamment de stress modéré pour avoir les composés qualitatifs du raisin, notamment en rouge. Il faut savoir qu'un des stress hydriques est souvent accompagné, même constamment accompagné d'une contrainte azotée. Et ces deux contraintes qui jouent de façon concomitante ont l'impact sur les composés qualitatifs du raisin. Et si on prend par exemple le cas particulier de la carence azotée des moûts, qui est une thématique particulière en œnologie. Il faut savoir que l'azote qui se retrouve dans la baie de raisin, c'est de l'azote qui est absorbé au jour le jour par la vigne. C'est-à-dire que s'il y a s'il y a un stress hydrique au moment de la période de maturité, donc véraison, maturité, il n'y a pas d'absorption d'azote parce que le sol est trop sec ou parce que la minéralisation de l'azote ne se fait pas. Et donc, même si le sol est bien pourvu, bien équilibré en azote, en matière organique, on peut se retrouver très facilement en situation de carence azotée des moûts. Et donc ce n'est pas la peine, par exemple, d'avoir une surfertilisation au printemps en prévision d'avoir un remède aux carences azotées des moûts qu'on peut constater sur certaines de nos parcelles. En fait, c'est vraiment la trajectoire pédoclimatique. S'il y a une contrainte hydrique estivale, on peut pas... Enfin, quand on parlait de prévision du potentiel œnologique, il faut savoir, faut définir quelles variables, qualitatives ou quantitatives, on s'adresse, et aussi combien de temps on souhaite prévoir avant, et notamment en termes de carence azotée des moûts, on ne peut pas vraiment prévoir 2 à 3 mois, ou même ne serait-ce qu'elle avait raison, quelle est la quantité d'azote qu'on aura au niveau des moûts, puisque c'est subordonné à la contrainte hydrique estivale éventuelle. Bien, merci. Je passe la parole à M. Bardet, qui est président de la commission technique du CIVB. Concrètement, comment vous percevez tous ces outils d'aide à la décision là, dont on vient de parler, à l'échelle de l'exploitation, de la région viticole ? Donc, alors, ces outils d'aide à la décision, avant d'avoir une décision, il faut avoir une observation. Oui. C'est pour ça que je fais partie, depuis le début des années 90 aussi, du réseau avec la Chambre et à l'époque l'ITV. Ça ne nous rajeunit pas, de tous ces réseaux et de la mutualisation de moyens
Et c'est pour ça que tout naturellement, on a, à titre individuel tout d'abord, on était au milieu d'un petit réseau qui se formait. Et après, dans le Libournais, par la force des choses, parce qu'on a des vignobles qui sont très morcelés, les uns imbriqués dans les autres, on a jugé important de mutualiser nos moyens d'observation. À l'occasion de la découverte de la flavescence dorée, on a créé un GEDON qui a permis de vraiment aller au fond des choses pour la diffusion des informations à chaque vigneron, tant et si bien qu'on a été capable de mettre en avant, enfin, les techniciens qui y travaillent, pas nous vignerons, mais ils ont mis en avant le fait que de la spatialisation dans le temps et dans l'aire géographique, par exemple des vers de grappe, où on s'est aperçu avant, il y avait une date de traitement qui était préconisée. Là, on s'est aperçu que sur notre petite région, il y avait 3 semaines d'écart. Donc, et tout ça, on soupçonne que c'est les températures qui agissent là-dessus. Donc, tout naturellement, on a mis en place avec l'INRA et l'IFV des solutions pour cartographier les températures. On en est au stade, là, pour l'instant, je pense, de l'observation, de la mutualisation des observations. Et bien sûr, alors ça, c'est pas moi, c'était tous mes prédécesseurs au niveau du CIVB. Soit ils ont stimulé par des appels d'offres ces types de recherches, soit ils ont accompagné des initiatives qui venaient de la Chambre ou de l'ITLV à l'époque. Donc, pour moi, en tant qu'individu, c'est la collectivité qui nous apporte des solutions et les chercheurs qui nous permettent de développer les algorithmes ou avec les petites boîtes noires, on nous dit une tendance, mais c'est très important, mais c'est un petit peu comme les prévisions météo de Météo France. Il faut être capable de prendre un parapluie quand on avait prévu de prendre le maillot de bain quand même. C'est quand même ça la difficulté. Il faut le faire avec beaucoup de conviction, mais avec de la modestie avant tout. Bon, ben voici un témoignage qui est intéressant, qui montre avec justement ces appuis techniques, la prise en charge partagée, aussi la mutualisation, vous avez dit, l'information permet de mieux travailler avec tout ce que ça implique. Je donne la parole à Monsieur Jacquemin pour nous parler quand même du rôle des établissements eux-mêmes dans les exploitations viticoles. Comment vous intégrez-vous aussi et comment ces données qui touchent à la maturité, au terroir, vous en tenez compte? Alors oui, je vais revenir plus spécifiquement sur la présentation qui vient d'être faite par Maxime Christen et Maudit Zabot-Furet. Donc cette analyse qui a été présentée là, elle a été réalisée sur donc un réseau à l'échelle du département, donc qui était très intéressant puisqu'il permettait de couvrir une variabilité de terroir, enfin une variabilité de terroir et de sol importante. Mais on sait que cette variabilité, elle peut très bien exister aussi à une échelle plus fine, qui est celle de l'exploitation vitivinicole. Et donc nous avons proposé d'appliquer cette même méthode précisément à une exploitation, à l'échelle d'une exploitation en fait. Et donc comme le Château d'Illon enregistre depuis de nombreuses années ces données de maturité à l'échelle de l'îlot, voire de la parcelle pour certaines parcelles, nous avions des données qui remontaient jusqu'à assez loin et qui étaient donc bien identifiées pour des îlots précis. Et donc ces données en fait, nous les avons fait rentrer dans la boîte noire, dont elles ont été analysées donc sur une échelle de temps de 2002 à 2011, donc une échelle assez longue conséquente, période. voilà, avec une importante diversité de millésimes. Et donc ces données-là sont en cours de traitement, mais laissent déjà apparaître des tendances intéressantes, en particulier sur le comportement de certaines parcelles. Donc pour revenir à cette analyse qui a été présentée, on permet d'identifier les parcelles qui, plus que d'autres, sont sensibles aux millésimes et sur lesquelles des itinéraires techniques pourront être réfléchis par la suite. Et donc comme aussi cela a été présenté dans la présentation, le facteur sol est donc un des facteurs clés du terroir. En tout cas, c'est un facteur fixe avec lequel il faut compter. Et donc un facteur qu'il est important de bien comprendre et de bien appréhender. C'est pourquoi, pour compléter cette analyse, nous sommes lancés donc dans une campagne d'ouverture de fosses sur les 3 exploitations cette fois-ci. Donc un certain nombre de fosses ont été ouvertes, 18 sur l'exploitation de montagne, 16 sur l'exploitation du Château d'Illon. Et donc
sur l'exploitation de la tour blanche, ce sera réalisé à la fin du mois de février. Et donc la description et l'analyse de ces fosses pédagogiques, en fait, vont nous permettre de mieux comprendre le comportement qui a pu être détecté sur certaines parcelles ou le comportement qui était déjà connu de certaines parcelles. Et puis, il est important de préciser aussi que ces données pédagogiques, si elles servent à mieux comprendre et à mieux peut-être prévoir les comportements au niveau de la maturité, peuvent aussi être intégrés dans la réflexion, enfin doivent être même intégrés dans la réflexion et le raisonnement des pratiques d'entretien des sols, en particulier toujours avec cet objectif de moindre dépendance aux intrants. Eh bien, très bien. Vous avez très bien parlé de façon très synthétique et nous mis en perspective le rôle aussi que vous jouez dans le dispositif. Il y a deux questions que je vais, voilà. Une première qui s'adresse à monsieur Marc Rénal. Pourquoi chaque structure? Alors, une question, hein. IFV, Chambre d'agriculture, développe son propre outil cartographique. Et là, on cite Chambre d'agriculture, nos territoires, IFV, Épicure. Et il y a même une interrogation et un point d'exclamation. Quel dommage, point d'interrogation, et également point d'exclamation. Ne serait-il pas préférable que tout le monde travaille sur la même solution ou outil cartographique? J'ai l'impression qu'on s'approche de travailler ensemble quand même, non? Alors. Oui, c'est une bonne question. Je sais pas, je suis pas le seul habilité à y répondre. C'est une situation de fait. Je dirais que il y a différents outils cartographiques qui existent dans le commerce. On pourrait aussi imaginer qu'il n'y en ait qu'un seul, mais bon, il y a différentes sociétés qui proposent ces outils-là. Ces outils, il y a différentes structures. Il y a la Chambre d'agriculture, il y a l'IFV, voilà, donc elles existent depuis un certain nombre d'années. De la même manière, donc je dirais voilà. Par contre, c'est un état de fait. Laurent, qui est assis ici au premier rang, on avait eu ces idées de développer ce type d'outils, lui dans les réseaux de lutte raisonnée du Médoc et nous pour la modélisation. On s'était promis de travailler ensemble. Et puis après, je crois que c'est l'activité qui nous a séparés. Et ils ont développé Gaïa, donc c'est pas nos territoires, c'est Gaïa, et nous on a développé Épicure de notre côté. Puis après, au bout d'un certain temps, on s'est retrouvés. Et puis maintenant, en fait, ce qui est important, c'est que ces informations, elles communiquent d'une base à l'autre. On a assuré les ponts pour faire transiter les informations. D'accord ? Donc on va vers cette synergie petit à petit. Et donc le Vinopole est la concrétisation de cet outil. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour, et donc le Vinopole non plus, sans doute. Voilà. Bien, voilà. C'est comme ça que les rencontres viticoles sont aussi d'occasion de se dire on prend rendez-vous pour aller plus loin. Enfin, je le comprends comme tel.